bienvenue sur un nouveau podcast de Token Talkers. Nous avons la chance et l'honneur d'être avec Muriel Faure. Comment vas-tu, Muriel? Bonjour Jean, je vais très bien et merci pour cette invitation de pouvoir partager mon métier, mon expérience dans le domaine des innovations technologiques et puis bienvenue à tous les auditeurs. Merci beaucoup, mais vraiment, c'est une chance de t'avoir. On sait que tu as un parcours formidable, fait de beaucoup, beaucoup de choses. Justement, je vais un petit peu développer tout ce que tu as fait. Tu es présidente de l'UMIO, tu es présidente de la commission d'innovation technologique à l'AFG. Donc, l'AFG, c'est quoi? C'est l'Association française de la gestion financière. Tu es membre du collège de l'AMF, tu es senior advisor pour Tiepolo. Tu as fait plusieurs travaux pour l'AFG, justement, sur l'innovation technologique. On reviendra plus tard aussi dans le podcast. Tu es entrepreneuse spécialisée en régulation. Tu es spécialisé aussi en transformation digitale. Bref, c'est pas un CV long comme le bras, mais long comme deux bras. Vraiment, félicitations à toi. C'est incroyable. Est-ce que, avant de commencer, tu peux un peu nous expliquer comment tu en es venu dans cette industrie de la gestion d'actifs et comment tu as évolué au fil du temps sur cette partie-là? Parce que j'imagine que quand on sort de l'école, on se dit peut-être pas forcément je vais démarrer dans ce secteur d'activité. Comment s'est passée cette trajectoire qui est formidable? Merci. Euh, je vais être assez brève. Moi, j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC. En deuxième année, j'ai découvert la finance, les cours de finance. J'ai trouvé ça vraiment très sympa et je me suis dit c'est ça que je veux faire. En sortant de l'école, j'avais deux voies, auditeur et analyse financier. Et lors d'un entretien, je crois que c'était chez EY, on m'a dit on vous sent pas suffisamment gendarme pour être auditeur, et c'est vrai que c'était tout à fait ça. Et donc j'ai choisi analyse financier, et c'est un très beau métier parce que c'est un métier de réflexion, un métier d'anticipation. Donc j'ai été analyste financier dans une société indépendante qui faisait que des analyses sectorielles et industrielles. Après, j'ai rejoint une banque, la banque de Neuflize, et là, je me suis occupée de l'analyse financière sur des actions européennes et de mettre en place l'analyse sur les sociétés de gestion, sur les sociétés européennes. Et de la banque de Neuflize, j'ai découvert qu'il y avait des gérants de portefeuille et je trouvais ça très sympa parce que quand on analyse financier, on analyse, on réfléchit beaucoup, on comprend des sociétés et on fait des recommandations. C'est bien, c'est pas bien, la croissance, l'objectif de cours, il faut acheter, il faut vendre. Mais moi, je trouvais que c'était frustrant, c'est de ne pas agir. Et donc, je suis devenue assistante de gestion et c'est comme ça, après, dans mes postes suivants, que j'ai été analyste financier, analyste gérant. Et Ok. puis, au bout d'une dizaine d'années, j'ai créé ma société de gestion de portefeuille qui, avec des associés qui venaient du monde de la technologie de l'information. Donc, on est dans les années 90 et c'était tout le monde parlait d'informatique en France et nous on parlait de technologie de l'information parce que on voyait bien la digitalisation de tout, hein, l'alphanumérique, la voix, l'image. Et on a créé une société de gestion qui proposait des fonds, donc des FCP, des CCAV luxembourgeois, à des professionnels, à des institutionnels. Donc ça a été une merveilleuse aventure pendant 22 ans avec on a beaucoup cru, on a eu des clients européens, on est allé jusqu'à 1,5 milliard d'actifs sous gestion. On a Wow. décliné ça aussi à un moment avec la biotech, avec la cleantech et on a eu jusqu'à je crois plus de 50% de nos clients qui étaient non français et j'ai vendu mes parts en 2000, fin 2016. Alors, parallèlement à cette vie d'entrepreneur, quand on est entrepreneur, surtout dans un métier réglementé, euh, en fait, on se sent un peu seul, déjà par rapport pour comprendre les textes réglementaires. Et on a besoin de partager avec des confrères pour aussi des questions fiscales, RH et autres. Et Mhm. l'AFG, donc l'Association française de la gestion, créait à l'époque une commission sur les sociétés de gestion entrepreneuriale et donc chercher des candidats. Donc j'ai posé ma candidature et c'était merveilleux parce que Trop bien. j'étais avec des gens comme moi, bien plus âgés que moi, et je pouvais leur poser toutes mes questions. Et puis quand il y avait un nouveau texte réglementaire, eh ben, on planchait dessus pour essayer de comprendre. Et puis on allait discuter avec l'AMF et autres. Donc je me suis pas mal impliquée là-dedans. Je suis devenue présidente de cette commission Société Gestion Entrepreneuriale au sein de l'AFG.
l'AFG, j'ai été aussi administrateur, j'ai été vice-présidente de l'AFG. Et puis, il y a, ça va remonter à un peu 8 ans à peu près, euh, j'ai dit à l'AFG qu'il fallait vraiment s'occuper des sujets d'innovation parce que c'est stratégique et que l'industrie de la gestion d'actifs, c'est une industrie comme les autres. Si elle ne comprend pas ces innovations technologiques qui arrivent et si elle n'aide pas ses membres à y aller et comment, on laissera le train passer. Et donc, c'est devenu pour l'AFG un axe stratégique. Et donc, on a une commission innovation technologique qui est créée. Nous regroupons environ une soixantaine, 60% des actifs sous gestion. Tous les grands acteurs de l'industrie de la gestion sont représentés dans la commission. On n'est pas loin de 30. Mais on a aussi des petits acteurs. On a des acteurs aussi qui représentent les différents métiers parce que c'est important. La gestion d'actifs, c'est la gestion traditionnelle, actions, obligations. C'est aussi le capital investissement, private equity. C'est aussi l'immobilier. Les deux activités qui sont beaucoup développées sur les 10 dernières années, c'est l'activité immobilier et private equity. Et puis après, c'est la gestion plus alternative, et puis on commence à voir la gestion crypto. Donc, on a été, donc voilà, donc dans ma vie, j'avais ma vie d'entrepreneur et puis en parallèle ma vie avec l'association et c'est comme ça qu'après, maintenant, dans ma vie professionnelle, qui est ma troisième vie professionnelle, je me consacre à l'innovation, à travailler pour une société de gestion privée indépendante, Tiepolo, qui gère le patrimoine financier de famille et qui le fait de façon remarquable avec vraiment le souci du client. Je les aide sur les sujets des projets Ok. d'organisation, de digitalisation. Voilà. Et puis, et la partie réglementaire avec l'AMF. Waouh! Bah, ça fait une sacrée carrière. Ça fait plus d'une trentaine d'années, en tout cas, que tu es dans ce secteur. C'est juste, je pense que tu as dû en voir que l'expression un peu des vertes et des pas mûres, mais en gros, c'est ça. Tu as dû vraiment voir tellement de choses. Et ça doit être assez intéressant de voir un petit peu l'évolution de la gestion d'actifs au fil du temps et au fur et à mesure où l'innovation a commencé à prendre le pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu as vu cette évolution se dérouler? Tu parlais de 1990, donc on était vraiment tout au début d'Internet. Puis maintenant, bah, on est vraiment à fond dans le Web 2 et maintenant on commence même bien à être dans le Web 3. Comment tu as vu au fil de ta carrière, comment tu as vu cette évolution se faire au fur et à mesure des nouvelles technologies qui arrivaient? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le travail de l'analyste financier et du gérant de portefeuille action a pratiquement pas changé depuis 30 ans. Ok. Il va changer maintenant. Il va changer maintenant. Il est en train de changer maintenant parce que, enfin, quand je vois les récents, les actuels analystes financiers gérants portefeuille, ils travaillent exactement de la même façon que même quand j'ai commencé ma carrière. Ça va changer maintenant et c'est en train de changer parce que les gestions sont en train de devenir toutes des gestions en extra-financier, en finance durable. Et pour faire ça, il faut pouvoir accéder à énormément de données et des données qui sont donc il y a les données qui sont issues des documents financiers et des déclarations des sociétés, mais il y a des données partout sur les sites web, il y a des données non structurées Mhm. et l'analyste, déjà, récupérer ces données, c'est extrêmement complexe et chronophage, et après pouvoir les analyser. Donc là, de plus en plus, et c'est une très bonne chose, l'utilisation de l'IA se développe et ça fait ce que j'appelle le gérant augmenté. Euh, et après, dans l'environnement de la gestion, alors ce que je dis là sur la gestion action, c'est aussi pratiquement vrai sur la gestion obligataire, sur le private equity et même l'immobilier. Donc la façon de travailler des gérants a peu évolué. Ce qui a évolué, évidemment, c'est tout l'environnement et tout ce qui a changé avec les nouvelles réglementations
qui vise à les réglementations, elles sont faites pour protéger les épargnants, pour leur donner de la transparence, pour éviter les conflits d'intérêts. Et puis, elles sont aussi, bien sûr, en réaction avec des scandales, des crises et autres. Donc, ce qu'on a vu, c'est déjà des nouvelles formes de fonds. Donc, en Europe, on a les FIA. Aux États-Unis, ça s'appelle des hedge funds, donc fonds d'investissement alternatifs pour les FIA. On a vu aussi se renforcer les métiers de conformité, hein, de compliance pour parler en anglais, le renforcement de la gestion des risques. Et puis aussi, on a vu se développer le trading électronique, les plateformes électroniques, donc le trading haute fréquence, l'apparition des dark pools. Donc la façon de passer les ordres et de traiter les ordres a beaucoup changé sur ces années. OK. Ouais, non, mais c'est vrai qu'avec la partie, trading électronique, effectivement, là, c'est peut-être là où il y a une évolution qui a peut-être donné aussi l'accès à un investissement différent. Mais par contre, on voit quand même qu'il y a une petite évolution. Par contre, c'est vraiment très intéressant quand tu dis que, la façon d'investir des gens ou, leur investissement n'a pas réellement changé. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on se dit toujours qu'au fil des temps, il y a des nouvelles technologies, des nouvelles choses et peut-être, tout simplement, les gens investiraient de manière différente et pour toi, non, pas c'est pas le cas. Donc c'est vraiment très Ça intéressant arrive à. maintenant. Ouais, maintenant avec le Web3 et les cryptos et ce genre de choses? C'est en fait, alors déjà, enfin, ce que j'expliquais avec la finance durable, parce que c'est Ouais. c'est quand même un changement, très important et toutes les sociétés de gestion, développent ou transforment des fonds, en finance durable. Donc, c'est un pan essentiel de la gestion et donc, ce que j'explique, c'est que pour mener ça, on est obligé d'avoir d'autres outils et d'utiliser l'intelligence artificielle, sinon on s'en sort pas. Enfin, le tableau Excel, ça explose. Après oui, le Web3, hem, ça alors avant le Web3, c'est la blockchain. C'est l'arrivée de la blockchain, hem, a le potentiel de simplifier la vie des sociétés de gestion et de l'écosystème. Il y a une particularité quand même dans notre industrie, surtout quand on fait ce qu'on appelle de la gestion collective. C'est-à-dire qu'en fait, on on est producteur de fonds, donc de fonds communs, de SICAV et ces fonds, on les vend rarement nous-mêmes auprès de nos clients à nous, heu sauf si on a des clients institutionnels qu'on gère sous mandat. Donc, on va passer par des distributeurs qui sont des banques privées, des plateformes, qui eux accèdent au client final. Donc, les sociétés de gestion, hein, pour beaucoup, sauf si elles font de la gestion privée, ne connaissent pas le client final. Et l'utilisation de la blockchain pour le producteur permet de connaître le client final. Donc ça, c'est quand même un avantage extrêmement important. C'est quand même assez, c'est comme si on est enfin, même si on est des assembleurs automobiles, on sait que l'utilisateur final, c'est une personne humaine. Nous, on a différents types de topologies d'investisseurs et c'est quand même très important de savoir pourquoi ils achètent nos fonds. C'est-à-dire que nous, on va produire les sociétés de gestion produisent tous les mois des reportings qui expliquent un peu leur performance. C'est envoyé aux distributeurs, Ouais. mais celui qui a les parts de nos fonds dans son portefeuille, est-ce qu'il a cette information? Non. Il voit que le fonds baisse, on lui explique pourquoi, mais voilà, il y a quand même un enjeu important et la blockchain, est capable de l'adresser, de pouvoir Mmh. connaître celui qui, in fine, a le fonds dans, son portefeuille, dans son contrat d'assurance. C'est quand même quelque chose de très important. Ouais, totalement, Donc la totalement. blockchain change tout ça et on est aussi une industrie extrêmement intermédiaire. Donc en fait, ça simplifie les process, ça permet aussi de simplifier pas mal de choses qui sont dans nos responsabilités, la lutte anti-blanchiment. C'est-à-dire que quand un client investit, on doit s'assurer que si on le connaît en direct, que, il veut acheter ce fonds-là, mais est-ce que s'il vous dit: «Je veux de la gestion prudente» et il veut acheter, un fonds, de gestion alternatif, avec, beaucoup de risques et beaucoup de volatilité et beaucoup de risques, s'il vous dit qu'il veut quelque chose de pépère, est-ce que c'est adapté à lui? Donc la société de gestion, elle a la responsabilité de s'assurer qu'il y a une bonne adéquation entre ce que souhaite le client et ce que le produit qu'on lui propose.
c'est aussi la responsabilité du distributeur de faire ça. Donc par la blockchain, on peut automatiser ça, Automatiser avec le ça, ouais. lien direct, entre le producteur, qui est la société de gestion et le client qui va investir. C'est très intéressant à écouter parce qu'on voit il y a quand même de l'évolution et qu'au fur et à mesure où il y a de la technologie, ça vous permet d'être beaucoup plus performant, d'aller beaucoup plus vite et d'apporter de la valeur toujours aux clients ou aux utilisateurs et cetera, et c'est vraiment très intéressant et c'est fou parce que souvent on se dit, quand on écoute parler les gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément de connaissance de la blockchain, tout le monde se dit: «Ah mais la blockchain, c'est un Ponzi». Enfin voilà, il y a tu connais tous les mots qu'on Mmh. entend parler par rapport à ça, et en fait, quand on écoute les gens qui travaillent, alors pas forcément les mineurs, mais même les gens qui travaillent sur la partie régulation, sur la partie développement, sur la partie, conseil, bah, on voit quand même que c'est tellement carré et il faudrait vraiment que les gens puissent comprendre encore plus le travail qui est fait déjà depuis des années, des petits acteurs, mais comme des gros acteurs comme toi, sur cette blockchain et sur cette technologie pour montrer justement que c'est en train de se développer. Et on parlait un petit peu juste avant, bah, de l'évolution qu'il y a eu. Comment, toi, tu, tu travailles, donc, enfin plutôt, quel est ton rôle avec l'AFG justement, et quel est le rôle de l'AFG justement, que tu diriges, enfin surtout la partie comité d'innovation. Quel est le rôle justement sur toute cette partie-là, sur la partie gestion d'actifs? Mmh. Alors, déjà l'AFG, donc l'Association française de la gestion, ça regroupe ses membres, ce sont des sociétés de gestion. Donc en Ok, France, il y a 700 sociétés de gestion agréées par l'AMF. Donc en fait, l'AMF d'accord, donne une licence pour, d'accord, sur la base d'un programme d'activité, pour pouvoir exercer, ce métier. Et les sociétés de gestion, en fait, elles gèrent l'argent qu'on leur confie, donc et soit en direct quand elles connaissent le client, donc ça c'est la gestion privée, soit quand elles ont levé des capitaux à travers, en direct auprès d'institutionnels ou à travers des distributeurs. Donc elles gèrent, cet argent le mieux possible en fonction du mandat qui leur est confié. Il y a un point très important, la société de gestion n'a pas en dépôt l'argent qu'elle gère pour le compte des clients. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité de gestion de portefeuille, c'est une activité pour compte de tiers. L'argent, les capitaux qui sont gérés par les sociétés de gestion sont déposés dans des banques. Donc ça, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est important de distinguer ça. Donc, il y a 700 sociétés de gestion agréées en France. Il y en a 450 qui sont membres de l'AFG, avec les différents métiers, comme j'écrivais tout à l'heure, la gestion traditionnelle, l'immobilier, le capital investissement, des gestions plus techniques. Et l'AFG, et puis on a aussi ce qu'on appelle des membres correspondants, qui sont des cabinets de consultants, des avocats, des fintechs et autres. Et l'AFG est organisée en commissions, qui sont des commissions soit sur des sujets précis, donc métiers, techniques financières, juridiques, compliance et autres, soit des sujets transversaux, comme innovation technologique ou finance durable. Donc moi, je préside la commission innovation technologique, qui est transversale, parce que ça concerne tous les sujets. Il y a aussi la commercialisation qui est concernée. Et nous avons notre activité, elle comporte 3 piliers. Il y a évolution réglementaire. Depuis qu'on a lancé la commission, on a beaucoup travaillé sur la partie crypto, sur ce qui était des projets. Donc on va travailler sur des projets réglementaires comme je pense qu'on y reviendra, le régime pilote européen, qui est un ouais. régime d'expérimentation en Europe pour ce qu'on appelle les security tokens, qui sont les titres financiers numériques. On a beaucoup travaillé très en amont, et maintenant la réglementation se met en place, MiCA, donc Market in Crypto Assets. Donc là, c'est pour toutes les cryptos qui ne sont pas des instruments financiers, donc les utility tokens et autres. Mais avant, on avait beaucoup travaillé sur les projets de loi Pacte avec les PSAN. Et là, cette année, il y a pas mal de textes qui concernent l'intelligence artificielle. On est assez actif là-dessus. Donc ça, c'est un premier pilier. Le deuxième pilier, ce sont les solutions digitales. Donc là,
Le but, c'est de rencontrer des acteurs, des fintech ou des grands acteurs, entreprises, sociétés de gestion, banques, assurances, qui ont développé pour leurs propres besoins ou pour le besoin d'autres des solutions digitales. Et là, on le fait par le biais de Mmh. conférences. On va faire, ça s'appelle un point sûr, on va avoir un thème. Le dernier, par exemple, c'était sur les RegTech et on avait, fait intervenir différentes RegTech. Donc RegTech, c'est des fintechs spécialisés dans des sujets réglementaires pour présenter leurs solutions. Et on a généralement, ça maintenant c'est en hybride, entre 100 et 400 connexions pendant ces événements. Nous avons aussi pour notre commission des réunions aussi de présentation de solutions digitales, toujours très intéressant parce qu'après on débriefe entre nous. Et puis le troisième pilier de notre activité, c'est le faire savoir, c'est la communication. Et donc, on a publié l'année dernière, et je t'avais envoyé le lien, et tu peux le mettre sur le chat, je pense que ce sera En utile pour les description. auditeurs, le livre blanc Mmh. sur les innovations technologiques au service des sociétés de gestion. Donc, un livre blanc. Donc, déjà, dans ce livre blanc, on était parti du métier de société de gestion et voir en utilisant les technologies qui sont l'IA, les robots, la blockchain, les cryptos, qu'est-ce que ça permettrait de gagner en efficience opérationnelle ou d'apporter de plus en termes de nouvelles classes d'actifs pour les clients ou de connaître le client final. Donc on publie ça et puis là, l'année dernière et cette année, on a décliné les recommandations. Donc l'année dernière, et ça intéressera particulièrement les auditeurs. On a publié un guide utilisateur sur la tokenisation de parts de fonds et la gestion en cryptoactifs qui va être aussi publié très prochainement en anglais. Et là, cette OK. année, on va publier des documents sur un guide pratique, de bonnes pratiques sur la sobriété numérique et un guide bonne pratique sur l'IA éthique, l'utilisation éthique de l'IA. Bah, c'est assez impressionnant. On voit tout ce que tu fais justement avec l'AFG et c'est fou effectivement, j'ai lu tous les guides que tu as sortis, Merci. c'est le dernier là de décembre 2023 sur la tokenisation et c'est très intéressant parce que, bah, d'ailleurs, j'invite à tout le monde à le regarder. C'est 64 pages, que du contenu, que de la valeur, vraiment quelque chose de très, très impressionnant et justement, quel est pour toi actuellement, tout ce qui est défi, opportunité lié à la tokenisation pour les parts de fonds et pour tout ce qui est, justement gestion de fonds? Ça doit vraiment Alors être un challenge, là, hein? je pilote des travaux pour le compte de l'AFG au sein de Paris Europlace, qui est OK. le grand lobby association pour promouvoir la place de Paris. Et là, je pilote des travaux sur la tokenisation et surtout montrer aux émetteurs et aux investisseurs l'intérêt d'émettre et d'investir en titres financiers numériques. Parce que le sujet là, c'est vraiment un sujet on est en train de digitaliser les infrastructures de marché et le monde de Mmh. la finance. C'est ça l'enjeu. Totalement. Euh, et si on veut que ça se développe, eh bien, il faut déjà qu'il y ait des infrastructures de marché digitales. Donc, le régime pilote, hein, c'est un régime européen qui a démarré il y a pile un an, en mars 2023, qui autorise les acteurs qui sont déjà plateformes de marché, hein, exemple Euronext, ou conservateur dépositaire central comme Euroclear, ou d'autres qui feraient les deux en même temps. Donc, il crée un statut différent. À ces gens-là, sur certaines conditions, de pouvoir faire des émissions, plutôt coter des titres numériques, enfin, des security tokens, les conserver, les transmettre, etc. Le but de cette expérimentation, et ça c'est fait dans toute l'Europe, c'est déjà au bout de 3 ans de voir un petit peu ce qui marche pas, ce qui bloque. Et puis, ça peut être prolongé 3 ans de plus. On peut dire au bout de 6 ans, la Commission européenne, fort de ce retour d'expérience, adaptera les textes européens
des instruments financiers avec tout ce qu'on aura appris de l'adaptation, de l'utilisation de la blockchain, de l'utilisation des cryptos là-dessus. Donc c'est ça la feuille de route. Le démarrage est lent en France là-dessus, parce qu'on se rend compte que, notamment nous, sociétés de gestion, on peut investir dans des cryptos sans avoir besoin de passer par le régime pilote. Donc ça, c'est un cadre qui est défini. Cela dit, à l'AFG et dans le cadre de Paris Europlace, on dit ça ne peut marcher que s'il y a des émetteurs qui émettent. Parce que s'il y a des infrastructures, c'est comme s'il y a des autoroutes, il n'y a pas de voitures, ben ça ne sert à rien. Donc, il faut des émetteurs qui émettent. Et puis, de l'autre côté, il faut des investisseurs qui investissent. Et on s'est rendu compte que, en fait, ces acteurs-là, ils ne comprennent pas très bien, ils ne savent pas très bien ce que c'est la blockchain et autres. Et c'est vrai que quand on commence à expliquer, on devient très vite technique et on noie les gens. Donc c'est pour ça que je parle on est dans la digitalisation des infrastructures de marché et du monde de la finance. Et donc les travaux qu'on mène et qui vont bientôt être publiés, c'est d'être très pédagogique pour les émetteurs, expliquant ça, voilà, on est sur la digitalisation. C'est quoi l'avantage pour des émetteurs, donc des entreprises qui vont émettre des obligations et des actions? C'est quoi l'avantage pour elles? Et c'est quoi aussi l'intérêt pour elles de le faire avec des titres numériques? On est très transparent aussi, on leur dit que pour le faire, c'est compliqué encore maintenant, c'est long, mais il y a quand même une courbe d'expérience. Et puis, de l'autre côté, aux investisseurs, on leur explique, bon, qu'est-ce que ça représente pour vous d'acheter une action numérique ou une obligation numérique? C'est quoi l'enjeu pour vous? C'est quoi l'avantage pour vous? Voilà, donc on est sur ces travaux-là parce que faut pas se voiler la face. Pour l'instant, il y a pratiquement pas de marché primaire, on n'est que sur des expérimentations et il y a absolument pas de marché secondaire. Donc ce travail que l'on fait avec Paris Europlace, qui aussi s'inscrit dans la BCE, lance des expérimentations en Europe. La Banque de France va piloter une expérimentation sur la base de la blockchain. Et là, il va y avoir pas mal de candidats là-dessus. L'Allemagne sur une autre technologie qui n'est pas blockchain, et puis l'Italie aussi. Le but de ces expérimentations, c'est que à la fin, on puisse arriver à quelque chose de concret, parce qu'il n'y a pas de marché primaire, il n'y a pas de marché secondaire, mais il n'y a toujours pas d'euro digital de gros. Et ça, c'est un point essentiel, c'est-à-dire que le jour où on aura un euro numérique de gros, là, on est en train de créer les tuyaux, mais on aura de la fluidité, on aura de l'eau, on aura du gaz dans les tuyaux. Et ça va lever un frein important, tant pour les émetteurs que pour les investisseurs. Ouais, je pense que vraiment un des challenges actuellement du secteur de la tokenisation, surtout le security token, c'est marché primaire, marché secondaire. Alors, il y a plusieurs personnes qui font un peu leur marché primaire à droite, à gauche. Il n'y a pas grand-chose qui est centralisé. Et puis, le marché secondaire, il n'y en a quasiment pas, enfin, voire pas du tout. Et du coup, quand tu achètes un actif tokenisé, donc quand tu achètes un security token, si tu n'as pas la liquidité pour le revendre, c'est un petit peu embêtant. Il y aura forcément dans le futur, Absolument. peut-être pas dans 1 an, peut-être pas dans 6 mois, même si je l'espère, parce que c'est vraiment un secteur d'activité dans lequel on est vraiment très présent. Mais je pense que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y aura de plus en plus. Et puis dans 10 ans, il y aura un vrai marché totalement développé sur le marché secondaire et qui permettra justement d'avoir de la liquidité comme les marchés boursiers actuels, mais sur des titres financiers non cotés. Et je pense vraiment que ça va vraiment, vraiment prendre beaucoup de valeur dans le temps, justement. Toi qui es dedans tous les jours et qui développe justement beaucoup de guides et travaille énormément dans ce secteur, pour toi, c'est quoi le délai avant qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'acteurs et le retail qui soit à fond dessus? Et à part combien de temps, qu'est-ce qui est vraiment le frein, le plus gros frein? C'est la régulation? C'est le marché primaire, marché secondaire? Ou tout simplement, il n'y a pas assez d'émetteurs, donc pas assez de gens qui veulent justement transformer leur actif en security token?
Alors, c'est pas la régulation. OK. C'est pas la régulation, parce que dans tous ces travaux de place auxquels je participe, ou que je mène, on échange avec les régulateurs qui sont, ouverts et qui disent: «Dites-nous, est-ce que vous identifiez des points de blocage, lesquels et autres?» Donc non, ce n'est pas ça. OK. Il y a vraiment un problème de pédagogie. Ce qui m'a frappé il y a pas longtemps parce que pour ces travaux, on a pas mal avec, mon ami, Olivier Taille est vice-président de la commission. On a pas mal interrogé des émetteurs et on s'est rendu compte que pour beaucoup d'émetteurs, la tokenisation de d'actions, d'obligations, ils découvraient ça depuis peu de temps. Donc Ouais, là, par exemple, dans les travaux que l'on met et dans le document qui va être, publié, en fait, dans le cas de Paris Europlace, on va continuer à faire de la pédagogie. Il faut vraiment faire de la pédagogie et il faut vraiment on a tendance à avoir un discours, trop technique. C'est-à-dire totalement. que quand on va s'adresser à des émetteurs, enfin, je pense pas que ce soit une bonne idée de leur dire: «Bon, ben, voilà maintenant, 1 question, blockchain privé, blockchain public». Ouais, Non, l'émetteur, il veut lever un certain montant, il veut s'assurer qu'il y aura des investisseurs, que ces investisseurs, vont rester. Il veut savoir combien de temps ça va prendre et combien ça va lui coûter. totalement. Et donc, je pense qu'on a, nous, enfin, au niveau, enfin, dans les travaux que je mène pour la place, il y a tout l'écosystème. Et ça, ce qui est très bien, c'est que on se parle. Des fois, on n'est pas d'accord, mais au moins, tout le monde se parle. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Mais il faut avoir un discours simple, clair. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Je t'enverrai le document quand il sera publié, tu verras. On dit, bah, si on Avec veut grand lever des plaisir. capitaux, qui on va voir, et cetera. Les avocats et autres, mais il faut vraiment pas noyer l'émetteur et l'investisseur dans les aspects technologiques. Il y a un truc, enfin, je pense que personne ne le sait, mais il y a un truc quand même très important. La réglementation, elle est technologie agnostique. Hein, Ouais. c'est-à-dire qu'on peut faire les choses, quelle que soit la technologie. Eh bien, heu, quand une société fait une émission, l'action qui est mise ou l'obligation qui est mise, il y a ce qu'on appelle un code ISIN. Hein, donc c'est Oui. le code d'identification. Eh bien, que ce titre soit traditionnel ou numérique, ce sera le même code Mmh. ISIN. Enfin, je veux dire, le process de code ISIN sera le même. Ça, c'est quelque chose de très OK. important et Totalement. qui montre bien qu'on veut être, technologie agnostique. Donc il y a un gros, gros travail de pédagogie. On y travaille à l'AFG avec, mon ami Olivier. Il y a des acteurs qui sont bien avancés sur ces sujets-là. Il y a AXA IM, il y a BNP, le groupe BNP Paribas qui a fait des expérimentations, Oui. mais pour passer au stade, où c'est plus l'expérimentation, il faudra l'euro, numérique de gros, donc interbancaire. Parce que pour l'instant, c'est du bricolage, hein, je crée un stablecoin quand je suis sur, on-chain que je détruis quand j'en sors, voilà, c'est un peu, du IDA. Donc ça, ce sera vraiment un accélérateur. La Banque de France on a tout à fait, conscience. Et puis, bah, toutes les parties prenantes, qui font ça. Euroclear vient de lancer une initiative que je trouve très bien, qui s'appelle DFMI et Mmh. Euroclear, en fait, hem, cette plateforme pour l'investisseur, elle est transparente, c'est-à-dire que, quelque part, il ne sait pas si le titre qu'il a acheté, c'est un titre numérique ou un titre traditionnel et ça rejoint ce que je disais, c'est qu'on s'en fiche. L'important, c'est qu'il a un titre, il a les mêmes droits sur ce titre, il a la même protection sur ce titre, que ce titre Mmh. soit numérique ou traditionnel. Ou Et pas. donc Ouais. Euroclear a lancé, cette plateforme et l'a lancée à l'occasion d'une émission qu'ils ont faite pour la Banque mondiale. OK, très intéressant. Bah, ça, c'est vraiment top. Alors, je pense que tu as vraiment raison quand tu expliques que, actuellement, le plus gros problème, c'est peut-être l'éducation. Justement, c'est le métier de token talkers au jour d'aujourd'hui, c'est Mmh. effectivement de faire de l'éducation pour que les gens puissent comprendre, bah, qu'en fait, la tokenisation, en utility ou en security, mais surtout pour nous, le security, bah, c'est pas si grave que ça.
c'est une très bonne technologie, ça apporte énormément de valeur, ça fait gagner du temps, de la transparence et de la sécurité. Enfin, tout ça, tu le sais, et je vais pas te l'apprendre. Et je pense vraiment, nous, en tout cas, on est persuadés depuis un petit moment que c'est vraiment la partie éducation qui manque. C'est que, soit les gens ne connaissent pas, soit ils en ont peur. Donc ça, c'est la première chose. Et là, peut-être la deuxième couche, c'est la partie technologique. Effectivement, souvent, les gens, ils ont tendance à expliquer cette partie-là, le security token, comme blockchain, technologie, tout ce qui va derrière, Mmh. smart contract, etc. Et en fait, on perd les gens. En fait, il faudrait tellement que ça soit Exactement. moins technique. Voilà, tu parlais juste avant, tout au début des années 90. Si dans les années 90, on expliquait aux gens qu'elle allait utiliser Internet 15 ans après, que Internet, c'est des protocoles HTTP, etc., les gens les perdent. Au jour d'aujourd'hui, Mmh. on utilise tous Internet sans savoir quel est le protocole derrière. On sait juste que Internet, c'est cool. Alors, il y a effectivement des gens qui font des choses mal, mais c'est un très faible pourcentage. Par contre, 99% des gens sur Internet font des choses super bien. Et la blockchain, c'est la même chose. C'est que c'est une technologie. Ne pas comprendre le protocole derrière, à la limite, c'est pas très grave. Il faut vraiment que cette technologie disparaisse et que les gens puissent l'utiliser, et que les gens qui expliquent ces cas d'usage de la tokenisation l'utilisent sans expliquer toute la partie technologie derrière. Et là, je pense que ça sera vraiment un pas en avant. Et actuellement, il n'y a peut-être pas assez encore de gros acteurs dans l'écosystème. Alors toi, tu en fais partie. Effectivement, tu publies énormément de choses, où tu vulgarises tout ça et que tu essaies d'apporter beaucoup de choses positives. Mais peut-être il n'y a encore pas assez il y a peut-être pas encore assez de personnes. On parlait de gros acteurs. Juste avant, tu citais par exemple BNP et tout ça. Le jour où il y aura de plus en plus de grosses sociétés, de grosses banques qui sont dans l'écosystème, qui vulgarisent aussi, ça va permettre en fait de montrer aux gens que en fait, c'est pas si compliqué que ça et que ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, effectivement, la partie éducation, je pense qu'elle est vraiment très, très importante. Et la partie tech, faut qu'elle disparaisse du langage pour qu'il y ait un Mmh. peu plus de mass adoption de ça. Je pense Mmh. vraiment, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais bon, ça va Mais arriver c'est avec le temps. essentiel, hein. C'est Totalement. essentiel, je sais pas, tu dois connaître la plateforme Krypton et Oui, Marc bien sûr. Kénépian. Marc Bah, Kenevian, oui. voilà. La plateforme Krypton qui, elle, s'adresse à des TPE et des petites PME, Marc, dit clairement, pour avoir des émetteurs qui émettent sur sa plateforme, mais jamais il ne parle de technologie. Oui, Jamais. c'est ça. Il parle de combien vous voulez lever, ça va financer quoi, et cetera. Donc, comme une émission traditionnelle. Totalement. Et comme tu dis, il faut vraiment, si on veut percer, et on percera. Moi, je suis absolument convaincue que, enfin, et quand je dis qu'on est en phase de digitalisation de nos process, des infrastructures de marché, ça veut dire que les volumes qu'il y a maintenant, on va peut-être mettre 20 ans parce qu'il faut renforcer Ouais. les infrastructures et autres, la sécurité, on les aura, hein, donc dans le futur. Et l'autre chose aussi qui était importante, c'est que émettre en token permet de financer de nouveaux types de projets. Donc, tu connais Totalement. Krypton. Là, ce sont des PME qui ne trouvent pas de financement auprès des banques parce C'est que, ça. en fait, il leur permet de lever des fonds propres, donc d'émettre en actions. Et à ce moment-là, ils ont renforcé leurs fonds propres et ils peuvent aller demander de la dette auprès de banques. Totalement. Je trouve que c'est extrêmement vertueux en termes de financement de l'économie. Et il y a d'autres Oui. projets d'infrastructures il y a EDF ENR qui a fait, c'est en 2022, une émission pour financer des projets de panneaux photovoltaïques sur des toits, sur des hangars et autres. Et Trop bien. pareil, ce sont des petits projets, donc des petits montants de projets. Donc ça intéresse pas le marché et puis ça intéresse pas non plus, les banques. Là, ils Oui. peuvent trouver, et en plus on est dans un environnement, enfin, où on veut avoir des financements qui ont de l'impact. Ce sont des déplacements qui ont du sens, hein. Ouais, c'est clair. Et du sens aussi pour les investisseurs, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile Bien sûr. d'accéder
à une société, à un produit, puis plus facile d'en sortir. Alors effectivement, il y a toujours la partie du marché secondaire, mais dans le futur, ça sera beaucoup plus facile. Il y aura sûrement des poules de liquidité qui vont permettre peut-être de revendre encore plus facilement, comme il existe des poules de liquidité sur les marchés boursiers où bah, dès que tu veux revendre ta part, il n'y a pas forcément quelqu'un qui te la rachète direct, mais c'est une poule de liquidité qui va après revendre ta part. Mmh. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça qui va apporter de la valeur sur la tokenisation d'actifs en security ou en utility token. Tu parlais vraiment de la partie digitalisation et augmentation de la digitalisation. Je sais qu'il y a un terme qui est beaucoup évoqué et je sais que c'est un terme que tu utilises, c'est les SGP 3.0, justement, qui ont la Mmh. possibilité euh, d'avoir, enfin, qui ont une transformation digitale, pardon, de la gestion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et nous partager ta vision un peu sur c'est quoi, tout simplement, un CGP 3.0? Alors, un CGP, donc c'est Société de SGP, gestion de SGP, voilà, pardon, SGP. Société de gestion de portefeuille, pardon. Et justement, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Et qu'est-ce que signifie être SGP 3.0? Alors, c'est un terme écrit à l'AFG en 2017, début 2017, quand on a publié le guide de la transformation digitale des sociétés de gestion en SGP 3.0. Alors, on savait que les sociétés de gestion n'y étaient pas, donc SGP, ça veut dire Société de gestion de portefeuille. On savait qu'elle n'y était pas, mais on avait une vision, on était ambitieux, et donc c'est pour ça qu'on mettait 3.0. Le 3.0, c'est vraiment la nouvelle génération des sociétés de gestion. C'est la société de gestion augmentée, transformée. Et ce que j'observe, c'est que les très grosses sociétés de gestion françaises, Amundi, Ostrom, ou peut-être Groupe Natixis, BNP PAM, AXA IM, LB PAM, toutes ces grosses sociétés de gestion qui sont parmi des leaders européens investissent, ont, ont vraiment le sens de l'enjeu stratégique d'utiliser les innovations technologiques pour euh, augmenter la performance de leurs fonds, donc ce qu'on appelle nous la génération de l'alpha, pour mieux servir leurs clients, pour être plus efficace opérationnellement, parce que je reviendrai là-dessus, mais il y a beaucoup de réserves d'efficacité là-dessus. Donc Totalement. ça, c'est extrêmement positif parce que les gagnants de demain, bah, ce seront ceux qui auront compris que cet investissement est absolument indispensable. Après, donc j'ai dit 700 sociétés de gestion françaises, 450 membres de l'AFG. Il y a, je crois à peu près, bon, j'ai pas le dernier chiffre en tête, mais la moitié des sociétés de gestion qui gèrent moins de 150 millions d'euros. Donc Wow. dedans, il y a beaucoup de sociétés de gestion qui sont des sociétés capital investissement, immobilier, et à moins de 150 millions, ça va très bien, hein, parce que elles font très bien leur métier d'expert et autres. Après, il y en a une partie qui existe depuis un bon moment, qui font de la gestion bien traditionnelle, large cap et autres. Bon, c'est plus difficile. Euh, c'est ces sociétés-là pour lesquelles ce message s'adresse de il faut vraiment réfléchir à investir. Si vous voulez rester dans la course, Ouais. il faut vraiment investir. Parce que la gestion d'actifs, alors les choses s'améliorent parce que les taux ont monté, mais quand les taux étaient à zéro, faire du rendement déjà en obligation, enfin en monétaire, c'était impossible. En obligation, c'était difficile. Donc ils allaient chercher du high yield et autres. En action, c'était tout à fait possible. Mais voilà, donc il y a le sujet rendement. Et puis la réglementation se renforçant, demandant de plus en plus de moyens aux sociétés. La réglementation se posant des questions aussi sur le prix que paye l'investisseur particulier quand il achète des fonds, fait qu'il y a une pression sur les marges. Donc en fait, on est dans un environnement, alors avec rendement plus faible, alors ça s'est amélioré avec les taux qui montent, mais bon, les marchés sont toujours assez volatiles, et pression sur les marges. Donc, ça oblige les sociétés à repenser leur business model ou faire évoluer leur business model. Donc, les très grandes sociétés de gestion l'ont très bien compris. Dans les moyennes, il y a un petit peu de tout. Et puis, dans les petites,
là, ça va dépendre si le dirigeant a vraiment une compréhension et une appétence sur ces sujets d'innovation. Il y est à fond et on voit des petites sociétés technologiques qui sont des bijoux en termes d'utilisation des nouvelles technologies et les résultats que ça donne. Et puis, il y en a d'autres. Et notre message dans le livre blanc qu'on a publié l'année dernière, c'est vraiment investir. Et on a montré que dans les différentes activités des sociétés de gestion, l'investissement, les fonctions support, le service, le commercial, capter des clients et autres, la sécurité, la cybersécurité. On a montré comment on pouvait utiliser ces technologies, que ce soit de l'IA, que ce soit alors, les différentes catégories d'IA, évidemment, que ce soit la blockchain, que ce soit la crypto. Et quand je dis aussi il faut investir, en fait, il faut, si vous mettez 100 sur un projet d'innovation, je veux automatiser mon process de reporting mensuel, par exemple, eh bien, c'est 50 sur la partie technologique et c'est 50 pour le capital humain. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'enjeu, il est autant sur la partie technologique, les outils technologiques, l'intégration et autres, que la conduite du changement, que avoir les nouvelles compétences par rapport à cette évolution que l'on met en place dans la société de gestion. Justement, Muriel, alors c'est très intéressant et tu parles beaucoup de la partie de technologie avec les CGP. Est-ce que toi, il y a une technologie que tu SGP, hein, considères SGP. SGP, finalement, je vais pas y arriver. SGP, est-ce que pour Société de toi, gestion, c'est-à-dire société de gestion. voilà, alors pour les sociétés de gestion, est-ce que pour toi, il y a une technologie que tu considères vraiment essentielle pour ces sociétés de gestion qu'il faut absolument qu'elles aient pour pouvoir grandir ou pas forcément? Est-ce qu'il y a des Pas technologies forcément, clés? parce qu'en fait, il y a donc l'utilisation de l'IA est tout à fait importante. Beaucoup de sociétés de gestion utilisent déjà pour essayer d'améliorer l'alpha, hein, donc avec des algorithmes et autres. Là, j'expliquais tout à l'heure que de plus en plus de sociétés vont utiliser cela pour traiter toutes les données extra-financières et donc pour pouvoir les analyser. Alors, peut-être, ils font juste traiter, mais peut-être ils vont des outils traiter et analyser pour que Totalement. les analystes gérants ou les gérants prennent des décisions d'investissement. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe pas mal, qui se développe pas mal avec des fintechs. Ouais. Beaucoup de fintechs se sont positionnés là-dessus ces dernières années. Euh, L'IA est utilisable aussi beaucoup dans tout ce qui est fonction support. Donc, il y a quelque chose qui est toujours lourd dans les sociétés, c'est le reporting mensuel que doit écrire le gérant, etc. Donc, il y a des outils en NLP, Natural Language Programming, qui permet l'écriture automatique du reporting. Donc, en Ouais, analysant cool. les transactions qui ont été faites sur le fond, sur le mois, les performances des sociétés, etc. Donc, ça peut écrire le reporting. Et donc, on peut automatiser tout le process de réalisation du reporting, de contrôle du reporting et d'envoi, ce qui permet d'envoyer ça plus vite aux clients et d'alléger tout le monde. Donc, pour l'IA, il y a aussi l'utilisation de tout ce qui est la connaissance client, donc automatiser tout le process de la connaissance client, ce que le client veut, l'adaptation des produits à son appétence au risque. Donc là, c'est pas avec des robots, c'est automatisé. Et puis aussi toute la partie gestion des risques, toute la lutte anti-blanchiment. Mais la blockchain, l'utilisation de la blockchain est extrêmement utile pour la partie réconciliation. C'est-à-dire que tu as vu, il y a beaucoup d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a par exemple le gérant qui va passer son ordre, donc il va passer son ordre à la table. Après, il va y avoir le middle office qui va recevoir la confirmation. Après, il y a le back office qui va faire le règlement de livraison. Et dans toute cette phase, et puis après, il y a tout le traitement avec les différents dépositaires et autres. Donc, pour pas se tromper, pour vérifier qu'on est bon, il y a plein de réconciliations dans tous les sens. La blockchain simplifierait énormément ça. On n'aurait pas besoin de Ouais. réconciliation si tout est mis sur une blockchain. De la même façon, il y a quelque chose qui est extrêmement papier, manuel, c'est tout le collatéral.
hein. C'est-à-dire Ouais. que, je mets du papier en collatéral, c'est du traitement manuel. Les prêts de titres, aussi. Donc la blockchain est précieuse là-dessus. Une autre chose aussi, et j'ai pas vu encore de cas d'usage là-dessus, et je ne comprends pas pourquoi, c'est le vote aux assemblées. Donc les sociétés de Ouais. gestion, ont des obligations de vote aux assemblées, et je ne comprends pas pourquoi ce process n'est pas encore mis sur une blockchain. Donc, il y a sûrement des aspects techniques ou autres, ou peut-être un problème de Alors je crois que j'ai rentabilité, la mais réponse. il y a tellement de loupés. Vas-y. Je crois que j'ai la réponse. J'ai fait un call il y a pas très longtemps avec une société justement qui permet d'automatiser, toute cette partie-là et qui commence à travailler sur la blockchain. Et en fait, le souci, c'est que si tu fais du vote sur la blockchain, bah, tu vas émettre quelque chose qui va rester à vie sur la blockchain. Mais en général, quand tu as un système de vote, alors si on parle du vote électoral, par exemple, bah, en général, une fois que le vote électoral est fait, normalement, tu dois pouvoir brûler les bulletins. Tout simplement parce que s'il y a eu un plantage et qu'il y a Mmh. quelqu'un qui recompte 6 mois après, bah, il pourrait y avoir des problèmes. Sur la blockchain, le problème, c'est qu'une fois que c'est tracé, bah, tu ne peux plus le détruire en général. Et donc, du coup, Mmh. c'est pour ça que pour l'instant, lui, en tout cas, cette société-là qui est super performante, elle travaille justement pour faire les prochaines élections, je crois, de 2027 avec le gouvernement. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent sur comment on appelle ça, un cahier des charges global qui a été donné par l'État. Et justement, ils ont beaucoup de problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à allier et la blockchain et le système de vote ensemble. Et ça, ils travaillent dur là-dessus. Et il dit que le plus gros problème actuellement, c'est justement le fait qu'ils ne peuvent pas détruire les votes une fois qu'ils ont été faits sur la blockchain. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Ouais, je comprends, et peut-être qu'il faudrait soit une évolution législative, mais en même temps, on peut pas, changer législativement pour dire qu'on détruit pas les votes. Soit C'est vrai. créer des smart contracts qui disent qu'on Qui se détruit les détruisent votes à automatiquement. partir d'un certain moment, qu'ils se Ça détruisent serait incroyable. automatiquement, ouais. Et trouver la Mmh mh. blockchain qui le permet aussi, Ouais, très bien. ça serait fou. Ça Voilà, serait c'est fou. ça. Parce que ça c'est vrai que, c'est un use case aussi bien pour, au niveau d'un pays que d'entreprises, extrêmement utile et sécurisant pour tout le monde. Mais tellement, tellement. Et surtout que maintenant, hem, pour beaucoup de sociétés, tout le monde travaille quasiment en remote. Il y a des gens qui sont un petit peu partout en France ou dans le monde. Et quand tu es une société et qu'en fin d'année, bah, tu dois faire ton assemblée générale et faire voter des gens, si c'est pas en physique, maintenant ça peut se faire par call. Et justement, tu peux utiliser des sociétés comme ça qui permettent de tout automatiser et qui font Mmh. gagner du temps, vraiment. Et en temps réel, tu vois les résultats, tu vois les votes, tu peux prendre des décisions. Les personnes qui ont voté vont recevoir un rapport de vote de ce qui a été voté au fur et à mesure, enfin à la fin, à la fin des votes. Et ça permet vraiment d'automatiser beaucoup, beaucoup de choses. Et je sais qu'actuellement, on peut le faire, je crois, aussi sur à peu près 3000 personnes. La technologie permet de faire des votes à distance sur 3000 personnes, mais l'objectif, c'est dans le futur de le faire avec de plus en plus de personnes. Et je sais que la technologie en D'accord. mode call, pour l'instant, elle ne le permet pas. Mais par contre, dans le futur, elle permettra de faire peut-être 30 000, 300 000, etc. Pour faire, alors, il n'y a pas beaucoup d'assemblées générales avec 300 000 personnes, mais au moins des votations de plus en plus grosses et qui vont permettre ça, et notamment sur les sociétés de tokenisation, parce que quand tu tokenises un SPV et que tu as je ne sais pas combien d'investisseurs dedans et qu'en fin d'année, bah, tu dois faire l'AG de ton SPV, bah, en fait, Quelle si les gens horreur. ils sont un peu partout et qu'il y en a qui ont plus de droits de vote que l'autre, bah, il faudrait ce système qui soit automatisé. Ça commence vraiment à se faire, mais ça prend du temps. Et effectivement, je comprends un petit peu toutes les innovations technologiques que toi, tu considères comme importantes pour ces sociétés de gestion, parce qu'elles vont vraiment devoir bah, s'y mettre, tout simplement, parce que c'est vrai que la technologie, elle avance des fois plus vite qu'on a envie. Et ça, je pense vraiment que c'est important. Et Mmh. tu as Mais elles s'y totalement mettent. raison. Elles s'y mettent, et nous, notre rôle à FG, c'est ça, c'est vraiment de faire hem, la prise de conscience, d'être là. Par exemple, suite au livre blanc, ce qu'on va mettre en place, c'est, déjà, on a convaincu des sociétés de gestion de se dire: «Tiens, tel projet, je vais l'automatiser, le simplifier, et cetera». Mais, Ouais, je à qui je m'adresse? Alors généralement, on appelle les petits copains, et puis voilà. Mais là, le projet, c'est de créer un site où il y aurait des fintechs et des sociétés de consultants et autres, et des hébergeurs, et cetera, des sociétés IT qui s'inscrivent, et les ouais, sociétés de gestion, elles ont là accès à, bah, des prestataires. Alors ça, l'AFG se fait absolument pas payer, pour ça, et pour, vraiment être, les mettre, enfin, qui puissent trouver des réponses à leurs questions, et qui puissent totalement. vraiment lancer, les projets.
On va lancer aussi, on a le projet de lancer des formations, des webinars pour un petit Ah, peu, trop bien. décrypter et parce que, là aussi, ils n'osent pas trop poser des questions ou, d'essayer de comprendre donc, on va créer tout ça. Le but et c'est le but d'une association professionnelle, c'est de le faire de la pédagogie, c'est d'être au service de ses membres et là, sur les sujets des innovations, c'est absolument passionnant, comme on le sait, toi et moi. Mais il faut aussi faire de la pédagogie, de l'éducation pour que dans une population, les gens comprennent comment ils peuvent utiliser ça dans leur business quotidien ou à venir. Ah, c'est clair. C'est clair et je pense qu'il y a aussi encore une partie qui est importante et on va justement venir sur le sujet, c'est la partie, un peu cybersécurité. Comment toi tu vois cette partie-là? Alors, je dis pas que tu es spécialiste en cybersécurité, mais, comment tu vois toi l'importance de la cybersécurité et de son évolution dans le secteur financier? Et comment tu mesures vraiment encore, cette partie-là et qu'est-ce qu'éventuellement tu préconises, à des à justement ces sociétés de gestion, par rapport à toute cette partie-là? Alors, quelque part, c'est assez simple parce que l'AFG, depuis un bon moment et grâce à un responsable d'un groupe de travail, adresse la cybersécurité en créant des fiches pratiques extrêmement bien faites, Cool. sur, par exemple, la gouvernance, hein. C'est-à-dire que, on sait que de toute façon, un jour, on aura un gros pépin. Donc comment on réagit? Deuxièmement, comment pour prévenir ça, je m'organise? Qui est-ce qui est le responsable, data? Quelle est ma cartographie des données? Hein, c'est quoi mes données, ultra sensibles, moyennement sensibles, pas du tout sensibles? Comment je les Génial. protège? Est-ce que j'en mets dans le cloud public, d'autres dans le cloud privé, d'autres je mets en premise? Donc il y a tout ça qui est très, très bien, travaillé et les membres de l'AFG sont très, très bien informés là-dessus. Et pour les services financiers, il y a une réglementation qui se met en place, là, qui s'appelle DORA, qui, OK. et c'est une bonne chose, qui pousse, qui demande aux acteurs de justement avoir une stratégie, cybersécurité, tant eux internes qu'avec leurs prestataires. Et ça aussi, Mmh. c'est important. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a beaucoup de sociétés qui avaient été hackées parce que ces sociétés-là étaient clientes de Sage. Sage, gros fournisseur et acteur logiciel comptable, et la faille était dans le logiciel de Sage. Donc, c'est aussi très important de s'assurer la sécurité qu'on a en interne, en faisant régulièrement des tests d'intrusion, du phishing et cetera et aussi vis-à-vis de nos prestataires. L'AMF a publié c'est sur, internet, une synthèse SPOT, donc ce sont des contrôles, des sociétés de gestion vis-à-vis de leurs prestataires et a émis un certain nombre de mauvaises pratiques et bonnes pratiques. C'est sorti, fin OK. d'année dernière. OK, OK. Bah, très intéressant et ça tombe bien que tu viens sur le sujet de l'AMF. C'est justement, l'une des prochains sujets que je voulais qu'on voit ensemble. On sait que tu fais partie donc du collège de l'AMF. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, bah, c'est quoi tout simplement ce collège de l'AMF? Parce qu'on en entend très peu parler. Donc, bah, très intéressé de savoir un petit peu, bah, c'est quoi le collège de l'AMF et c'est quoi ton rôle au sein de ce collège? Comment ça fonctionne? Alors déjà l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc en France, c'est donc, l'équivalent aux États-Unis, c'est la SEC, par exemple. Ouais. En France, c'est l'autorité qui, a pour mission de protéger les épargnants, quels que soient leurs investissements et autres. Et à ce titre-là, l'AMF publie, très régulièrement des mises en garde et des analyses contre les arnaques et arnaque crypto, parce que c'est ce qui a quand même beaucoup augmenté sur les dernières Totalement. années. Avant, il y avait arnaque forex et autres, hein, et les fraudes. C'est aussi la le bon fonctionnement des infrastructures de marché, c'est-à-dire que la bourse européenne Euronext est sous l'égide de l'AMF. Euroclear, que je mentionnais, qui est le grand conservateur central, est sous l'égide de l'AMF, donc s'assurer que toutes les infrastructures de marché, fonctionnent bien et toutes les bourses sous l'autorité de l'AMF et aussi la partie, des émetteurs, c'est-à-dire que
toutes les sociétés qui sont cotées sont soumises à des règles de bonne information aux investisseurs, doivent respecter la réglementation, doivent respecter la façon de faire leur reporting, donc le rapport annuel, et aussi respecter toutes les règles lorsqu'elles doivent faire des émissions, des OPA et autres. Et les sociétés de gestion donc, sont régulées par l'AMF. On est prestataire de services d'investissement avec l'obligation de servir au mieux les épargnants de façon honnête, non trompeuse et sans conflit d'intérêts. OK. Donc voilà, ça c'est les missions de l'AMF. Donc il y a les services, c'est environ 500 personnes et Waouh, c'est l'organe énorme. de décision de l'AMF, c'est le collège. Donc le collège, on pourrait dire que c'est un COMEX, conseil d'administration dans une société privée, est composé de 16 membres et il y a 7 membres qui sont nommés par le ministre de l'économie et des finances. Donc moi, je fais partie des 6 membres nommés. Donc il y en a 2 qui Bravo. sont qui représentent 2 experts gestion d'actifs. Donc moi, je fais partie des experts gestion d'actifs, 2 experts émetteurs, 2 experts infrastructures de marché et un représentant qui est l'actionnariat salarié. Et OK. ensuite, il y a des membres qui sont nommés par des grands corps d'État, donc sont représentés la Cour de cassation, il y a la Cour des comptes, il y a le Conseil économique et social, il y a l'autorité des normes comptables, il y a premier gouverneur de la Banque de France, il y a un représentant nommé par le Sénat, un par l'Assemblée nationale, tchoc, et je crois que je n'oublie personne. Donc voilà. Et Ça puis fait une il y bonne a ligne. le ou la présidente, donc actuellement c'est une présidente qui est nommée par le président de la République. Et Waouh! Ah oui, donc c'est le notre président de la République qui valide la présidente de l'AMF. Ah, je savais exactement, pas. OK. oui. Et donc Donc notre c'est rôle, c'est en fait, nous, tout ce qui sort de l'AMF, tout ce qui est publié de l'AMF, les avis de l'AMF, viennent du collège. Et donc, autant les publications que les évolutions du règlement général de l'AMF, qui est le socle de ce que les acteurs peuvent faire, pas faire. L'AMF aussi est très actif au niveau des discussions au niveau européen, international par rapport à des évolutions réglementaires ou par rapport à des nouvelles réglementations. Nous avons aussi donc tout ce qui concerne les émetteurs. Donc, quand vous avez par exemple, quand vous avez lu récemment sur Casino que l'AMF a décidé ça, ça passe par le collège par exemple. Donc c'est un système de votation en gros. Tu prenais ça un petit peu comme un COMEX. Donc effectivement, vous avez des assemblées, donc ce fameux collège ensemble où vous allez En fait, débattre on de se certains réunit sujets? plus souvent. On se réunit un Ouais. mardi sur 2. Ah Donc quand parce même! qu'il y a beaucoup de choses à Ouais, oui, c'est oui, ça. il y a beaucoup de choses à travailler et à décider. Hem, mais enfin, je trouve ça important que les auditeurs le sachent, qu'ils aient conscience du fonctionnement de l'autorité des marchés, parce que c'est quand même, Totalement. ça la responsabilité sur le fonctionnement même de l'économie française est important et même au niveau européen et c'est important de savoir ça fonctionne en collégialité. Il y a une véritable collégialité au sein du collège de l'AMF. Donc c'est vraiment des décisions qui sont prises pratiquement en consensus ou unanimement sur beaucoup de sujets. Et notamment, les enregistrements PSAN nous passent par le collège. Donc toute société qui est agréée ou enregistrée PSAN, c'est le collège qui a donné sa décision d'agréer ou non et d'enregistrer ou non. Et ça représente combien de sociétés à peu près par, du coup toutes les 2 semaines sur lequel vous devez dire oui, non à chaque fois? Ça doit Ça ça prend dépend, du temps? ça Ouais. dépend. Sur les PSAN, de mémoire, je crois qu'il y a environ 100 sociétés enregistrées ou agréées.
sachant qu'il y a très, très peu de sociétés agréées. Je crois qu'il doit y avoir 2 sociétés agréées et tout le reste, ce sont des sociétés enregistrées. Oui, La différence entre les 2, c'est que la société enregistrée, elle doit, montrer tout son programme et tout ce qu'elle fait pour la lutte anti-blanchiment et les fondateurs et les dirigeants doivent être honorables, donc doivent avoir fait preuve de leur honorabilité et de leurs compétences. Ça, c'est la partie enregistrement qui est light. Et la partie agrément, là, il y a tout un programme d'activités. Donc, ils doivent montrer leur organisation, ils doivent montrer beaucoup leur organisation pour lutter contre les risques de cybersécurité, tout leur fonctionnement, toute la façon dont ils font le reporting vis-à-vis de leurs clients, la gestion des conflits d'intérêts, et cetera. c'est très, très intéressant. Bah, c'est important que tu puisses faire la différence entre les 2 parce que souvent et beaucoup de gens, hein, confondent Mmh. enregistrement, agrément, enfin voilà, personne sait vraiment, c'est quoi la différence, donc c'est vraiment très bien que tu le dises. Et moi ça c'est pareil, il y a peut-être un an en arrière, j'ai dû vraiment faire un travail pour savoir quelle était la différence entre agrément et enregistrement parce que même moi personnellement, je savais pas et c'est important que tu le dises parce que je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de gens. Et quand on parle de la partie PSAN, mais j'imagine que vous travaillez aussi sur tout ce qui est PSFP et puis, tout ce qui va autour, j'imagine? Il y a pas que le Oui, PSAN? absolument. Ouais, ça doit Absolument. pas être facile, Alors, hein? je voulais préciser justement parce qu'il y a la réglementation MiCA qui est là et donc la réglementation MiCA, sur la partie des acteurs est vraiment, très, très, très inspirée de ce que la France a mis en place, sur les PSAN et là, ça Ouais, s'appelle très les bien. CASP, Crypto Asset Service Providers et donc là, c'est pratiquement un copier-coller. Donc pour les sociétés qui sont actuellement enregistrées, elles devront être, soit elles devront soit elles demandent leur agrément, OK, sinon elles arrêteront. Donc il y a une marche à franchir. Pour celles qui sont déjà agréées, bah, en fait, elles ont franchi le gros de la marche et ce qui est très bien, c'est qu'une société PSAN agréée en France, à ce moment-là, elle va demander son agrément MiCA et demander le passeport. C'est-à-dire que quand on est agréé MiCA, on peut opérer dans les pays européens où on veut opérer. Donc, génial. toutes celles qui sont agréées, c'est un énorme avantage. Alors, c'est sûr qu'elles ont beaucoup travaillé avant pour leur organisation, mais c'est un énorme avantage parce que là, elles pourront être vite opérationnelles sous MiCA. Toutes celles qui sont enregistrées, et c'est la grosse majorité, enfin, pratiquement la totalité. Là, j'imagine qu'elles sont en train de mener la réflexion de, qu'est-ce qu'elles font? Ouais, ouais et justement, il y a beaucoup de gens qui disent que, bah, ça va faire un gros tri, qu'il y a des sociétés qui risquent malheureusement de Bien s'arrêter, sûr. d'autres qui risquent de grossir justement entre, bah, la partie, passer du PSAN, à MiCA et je pense que c'est une très bonne chose, hein, MiCA. On en avait parlé, sur Mmh. un podcast, en a parlé il y a quelque temps avec Faustine Fleuret, bah, de la DAN. On en a parlé il y a quelque temps avec Anne Maréchal aussi qui elle connaît très bien le sujet et qui expliquait justement la différence entre tout ça et je pense que c'est vraiment important. Et donc la partie PSAN, c'est vraiment PSAN Mika, c'est vraiment la partie utility token. Et puis après, il y a la partie security token où c'est le DLT, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que C'est tu ça. peux nous en expliquer un petit peu plus sur le DLT parce qu'on sait que c'est quelque chose, donc on a parlé du régime pilote plusieurs fois, on sait que c'est quelque chose que tu connais aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu de bah, comment va se préparer le DLT si bien sûr tu le sais et quel est le DLT en Europe? Alors donc le régime pilote est en place depuis 1 an. Donc le régime pilote, il dit qu'il y a 3. Donc c'est sur vraiment l'infrastructure, il y a et que sur les security tokens. Il y a 3 types d'acteurs. Il y a ceux qui sont des plateformes d'échange, donc c'est, des LTTS. Après, il y a ceux qui font la conservation, la tenue de registre. Donc ça, ce sont les DLT-SS. Et puis après, il y a un nouveau statut qu'il crée, qui est le statut de ceux qui font les deux. C'est-à-dire qu'ils considèrent que sur DLT-TSS. blockchain, on pourrait faire TSS, les DLT TSS. Donc actuellement, soit des nouveaux acteurs disent bah, moi je monte un dossier auprès de l'AMF ou de la CPR pour être un de ces représentants, soit je suis déjà enregistré, agréé auprès de la CPR comme conservateur,
où je suis déjà agréée auprès de l'AMF comme plateforme d'échange et je veux lancer un projet de DLTSS ou DLT-TSS. Et là, donc là, c'est un peu, à mon avis, c'est plus du sur-mesure entre le régulateur et le projet de la plateforme. Très franchement, en France, nous, on a fait une conférence. Amy, tu pourras mettre le lien, Le je lien? pense qu'il est public. Il y a un an, on a fait une conférence sur le régime pilote à l'AFG avec, justement, il y avait Anne Maréchal qui avait expliqué les sujets réglementaires et il y avait Marc Canépian qui avait présenté Krypton, expliqué un peu ce que Ouais, ça pouvait représenter pour eux. On avait fait intervenir Euronext, Euroclear, génial. qui allait nous dire un peu ce que ça représentait pour eux. Et qui avait dit à l'époque que d'ici la fin de l'année, ils parleraient de leur projet et l'expérimentation BNP Paribas. Donc en France, pour l'instant, c'est mou l'intérêt du régime pilote. C'est mou. Il y a Dans qu'un les autres acteur, pays je crois, qui a européens, commencé les démarches, hein, je crois, en plus en France, hein. exactement, exactement. Donc c'est vraiment mou. J'ai entendu qu'il y avait un petit peu plus d'enthousiasme en Allemagne, mais on voit pas vraiment OK. grand-chose sortir. Et puis il y a des freins, c'est-à-dire que émettre, donc là, pour ceux qui émettraient, il y a des plafonds en termes de taille. Je crois de mémoire, c'est 500 millions une émission en actions, enfin c'est vraiment de mémoire, hein. Et 1 milliard une émission en obligations. Et on est aussi bien sur actions, obligations et parts de fonds. D'accord. Donc et puis après, c'est un temps long, c'est-à-dire que 3 ans renouvelable une fois, ça fait 6 ans. Le monde crypto, il aura complètement changé dans 6 ans. Tellement, Donc tellement. c'est soi-disant la sandbox, mais c'est vraiment pas les aspects du sandbox. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, nous, sociétés de gestion, les sociétés de gestion peuvent très bien décider d'investir dans des security tokens sans avoir à passer par un acteur qui est sous le régime pilote ou sans être même sous le régime pilote. Nous, en société de gestion, on n'est pas concerné par ça. Donc, Compris. c'est bancal. Voilà. C'est un régime qui est C'est le plutôt début. bancal. Ouais, c'est le début et Absolument. je pense que c'est assez compliqué. Je sais plus qui m'en avait parlé, mais en gros le DLT c'est super pratique pour le marché primaire, mais le marché secondaire, on peut déjà le faire Et sauf s'il voilà. est sur la blockchain. Si c'est la blockchain, il faut le DLT, voire DLT TSS. Ouais, ça a l'air d'être super compliqué et justement, qu'est-ce que toi tu conseilles ou quelle stratégie tu recommandes, justement pour naviguer dans cet environnement réglementaire? Déjà qui change tout le temps. Tu parlais que déjà dans 6 ans ça sera différent, mais si on regarde il y a 6 ans, il y avait quasiment pas de régulation en France et peu dans le monde. C'était 2018, il n'y avait rien. Donc j'imagine que dans 6 ans, ça sera encore beaucoup plus gros. Et donc du coup, comment on fait vraiment? Est-ce qu'il y a une stratégie? Comment on fait pour naviguer de cet environnement réglementaire qui change en permanence? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce que tu as un petit tips? Alors, je dirais déjà lire ce qu'on publie parce qu'on Ouais. essaie d'être très, très pratique et c'est pour ça, si tu peux mettre en lien, par exemple, le guide de la tokenisation, le guide d'utilisateur de tokenisation de part de fonds, là, Ouais. on est très pratique. C'est-à-dire que on dit vraiment, vous voulez tokeniser des parts de fonds, comment vous faites? Hein, et vraiment, on donne la main. Vous voulez gérer en crypto d'actifs, vous, société de gestion, qu'est-ce que vous devez faire avec l'AMF et autres? Donc voilà, ça c'est un point important de bien comprendre. Après, ceux qui sont intéressés pour gérer ou pour lancer, donc tu as parlé de Faustine Fleuret, je pense qu'ils contactent facilement la DAN Mm. pour savoir comment faire et autres. Ceux qui veulent gérer ou être provider pour des sociétés de gestion, il ne faut pas hésiter à contacter l'AFG, me contacter moi, et puis après je m'en occupe ou j'orienterai. Euh, Ok. L'échange, discuter entre nous. Je discute régulièrement avec la DAN, on travaille, on a un partenariat FG ADAN. On est dans un monde où on se parle, et Dieu merci, on se parle bien. On échange, on voit les points d'accord ou pas d'accord, et on veut tous
qu'il y ait cette évolution des services financiers, de services de gestion vers le numérique Ouais. et le faire et comment. Donc, on déploie tous beaucoup d'énergie là-dessus. Ça prendra le temps que ça prendra. Ce que je disais en début d'entretien, en France, on a des pouvoirs publics qui sont à notre écoute et qui sont prêts à intervenir sur des points bloquants qu'on interviendrait. Et en plus, on a des pouvoirs publics qui sont compétents sur le sujet. Ça, c'est très, très important C'est clair. de le savoir et de le dire. Non, mais c'est sûr et qui sera de plus en plus compétent dans les prochains mois et les prochaines années et justement par rapport à cette partie-là, est-ce que toi, tu as une vision sur 5 ou 10 ans, de la partie gestion d'actifs en France? Est-ce que tu vois des choses qui vont être améliorées forcément dans les 5 ou dizaines d'années, mais qui ne sont pas encore actuellement possibles? Ou est-ce que tu as, parce qu'on sait que tu es quand même beaucoup dans cette industrie, est-ce que tu as vraiment un visuel sur 5 ou 10 ans? Alors pas de exactement ce qui va se passer, mais ce qui pourrait justement évoluer dans ces prochaines années? Mmh. Alors évidemment, la partie crypto va prendre une part, plus importante. Hem, on a écrit justement une vision à horizon 2030 de la gestion Trop d'actifs. cool. Quand on voit qu'actuellement 9 des Français détiennent des cryptos et seulement 6 ou 7 des Français détiennent des actions. Moi je suis convaincue que ce chiffre-là, ça va être 15 détention de crypto dans 2 ans et Waouh! après, dans 5 ans, est-ce que c'est 30 et autres? Mais je suis convaincue que la tendance va se poursuivre, d'autant plus qu'avec la réglementation qui se met en place, cette réglementation vise à apporter de la confiance. C'est ça le Mmh. but. Ça, on Totalement. apporte de la confiance. On apporte de la confiance aux particuliers en mettant un cadre, en régulant des acteurs. Donc comme ça, ils vont savoir que quand ils vont investir et que leur argent sera déposé chez un CASP, eh bien, ce CASP est soumis à des règles très claires qui sont les règles similaires ou pratiquement similaires, on s'adapte à la réglementation de ce qu'ils ont quand ils ont un fonds, un FCP qui est déposé chez un dépositaire. Donc, pour moi, c'est évident que les institutionnels et les particuliers vont avoir une partie de leur patrimoine financier en crypto, security token ou cryptocurrency ou utility. La question, c'est combien? Voilà, ça, j'ai aucune idée de combien. Pour les institutionnels, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant parce que tokeniser de l'infrastructure, je sais pas, des ponts, des centrales nucléaires ou autres, tokeniser des sociétés privées, tokeniser des parts de fonds en capital investissement, ça ouvre aussi beaucoup d'opportunités parce qu'ils Tellement. peuvent élargir la proposition de solutions qu'ils apportent aux clients particuliers. Eux-mêmes, les institutionnels, dans leur allocation, ils peuvent avoir des produits qui sont moins corrélés, ils peuvent accéder à des choses auxquelles ils ne pouvaient pas accéder. Donc, ça va aussi améliorer l'allocation d'actifs des investisseurs institutionnels. Donc Totalement. tout ça est extrêmement positif et ça va se mettre en place, peut-être assez vite. Tout va dépendre de la quantité d'acteurs qui vont demander les agréments sous MiCA. Mais on a quand même le gros sujet de ça ne marche que s'il y a un marché secondaire, heu et et là, ben, c'est pour ça qu'on y travaille. Mais donc moi j'ai cette conviction que ça c'est là pour durer, pour se développer, pour s'institutionnaliser et quand ça va s'institutionnaliser, que ça donne la confiance, il y aura évidemment beaucoup plus de monde. Après, dans la vision à 5-10 ans, je le mentionnais tout à l'heure, mais je vais le redire, la société de gestion connaîtra vraiment son client, connaîtra vraiment celui qui a ses fonds, Totalement. saura vraiment ce client-là, qu'est-ce qui lui plaît dans, le fonds ou le produit, parce que c'est pas forcément un fonds comme il y a maintenant, ça je pense que ça va évoluer ou la solution ou autre. Ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, il y aura un dialogue. Pour ça, les sociétés de gestion devront aussi faire un gros travail de marque,
Donc, les gros acteurs le font, mais je pense que les petites peuvent très bien le faire. Il y a pas mal dans d'autres secteurs, des acteurs qui travaillent la marque sans être des mastodontes, en lien direct avec l'investisseur. Donc, ça, c'est quelque chose que les sociétés de gestion devront apprendre. Alors toutes ne l'apprendront pas, mais devront apprendre. Évidemment aussi, il y a toute la partie, impact, investissement impact, à horizon 5-10 ans. Et Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai pas mentionné, mais dans les titres numériques, dans le smart contract, on peut mettre de la data ESG, ouais, potentiellement. On peut mettre de c'est la vrai. data ESG. Par exemple, dans une émission, par exemple un green bond ou même une émission, SLB, Sustainability Bond, Sustainable Liability Bond, heu, où ces obligations, le taux va varier en fonction de KPI. Donc on peut encapsuler les KPI et si les KPI sont atteintes, on peut à ce moment-là, enfin potentiellement, plus facilement, adapter le rendement. Donc c'est intéressant aussi pour les sociétés de gestion, pour les investisseurs, de savoir que je pourrais accéder à des données ESG dans mes smart contracts et si je pouvais m'affranchir des fournisseurs de données qui sont majoritairement anglo-saxons et qui font payer très cher ces données-là, ce serait merveilleux. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et moi, j'ai une question par rapport à ça. Donc, les sociétés de gestion, bon, il y en a dans tous les pays du monde et ça commence vraiment à être, de plus en plus, il commence à être de plus en plus présent sur le marché de l'investissement. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Comment, hem, comment les investisseurs rentrent sur une société de gestion et est-ce que ces investisseurs-là, à l'heure actuelle, ils commencent à taper à la porte en disant: «Bah, il faudrait investir peut-être un peu plus dans les cryptos» ou qu'avec justement l'argent que je vous confie, si c'est comme ça que ça fonctionne, est-ce que vous pouvez investir un peu plus dans le monde des cryptos? Et je reprends un parallèle qui s'est fait, ces derniers mois et qu'on a tous entendu parler, des sociétés de gestion un peu, alors je ne sais pas si on peut le considérer comme une société de gestion, mais BlackRock qui a voulu absolument démarrer un ETF, notamment sur le Bitcoin pour justement faciliter, l'accès à l'investissement de ces investissements. Est-ce que ça fonctionne pareil en France sur les sociétés de gestion? Et est-ce que justement il y a des gens qui commencent à frapper à la porte, qui disent, bah voilà, BlackRock, eux, ils permettent à leurs utilisateurs ou investisseurs d'investir dans des ETF Bitcoin. J'aimerais bien qu'avec ma société de gestion, on puisse faire la même chose. Alors, pour l'instant, alors évidemment, maintenant que la SEC a, agréé des ETF Bitcoin, ça soulève évidemment pas mal de réflexions, au niveau européen, hein, pas seulement en France, au niveau européen. L'Angleterre a dit qu'ils allaient agréer des ETF Bitcoin, on va voir s'ils le font. Il faut savoir que les 9% de Français qui détiennent des cryptos, ils les achètent tout seuls. Ils Oui, les achètent tout seuls et ils achètent sur Boursorama des ETC, qui sont des certificats qui vont répliquer le Bitcoin. Donc, il n'y a pas de Bitcoin physique, mais répliquer le Bitcoin. Et comme ça, ils ont des produits qui répliquent l'évolution du cours du Bitcoin. Donc, les Français, ils vont mettre de l'argent chez Binance et puis ils vont soit acheter des bitcoins ou autre chose, ou ils vont faire du lending avec Binance en pensant que leur argent est aussi bien protégé que s'ils avaient chez BNP Paribas ou dans au une Crédit banque. Agricole. C'est pas Voilà. le cas. Donc, il y a un travail de pédagogie et actuellement, la réglementation européenne ne permet pas d'avoir un produit qui s'adresse au marché du particulier qui comporte du bitcoin. Pour l'instant, ce n'est OK, pas possible. OK. Mais pour moi, ça pose quand même un grand sujet parce que à partir du moment où les régulateurs européens ont pour mission de protéger les épargnants, que les épargnants tout seuls vont acheter des produits qui disent oh ben, j'achète un ETF Bitcoin, hein, mais non, c'est un produit structuré sur Boursorama, et qui est quand même listé sur Euronext ou sur SIX et autres, qu'ils pensent que
ce que j'ai chez Binance ou autre, ben, c'est aussi bien que ce que j'ai au Crédit Agricole. Pour moi, il y a un sujet de protection de l'épargnant et donc il devrait y avoir une réflexion au niveau, européen, de voir comment on peut rendre les fonds, ça s'appelle les for UCITS, qui sont Ouais, destinés aux particuliers, comment on peut ou accepter, d'y mettre, du bitcoin ou, d'autres cryptos? Parce que si les 9 sont 15 dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que, bah, les banques, elles vont voir des dépôts qui vont partir. Là, ça arrive, mais elles le voient pas trop parce que ça passe sous le radar et qui vont aller, de plus en plus vers des plateformes d'échange qui peut-être seront pas encore régulées en tant que CASP. Donc, ouais, c'est il y a clair. une grosse réflexion à mener au niveau européen et c'est plutôt bien que la SEC, après des années quand même, hein, de discussions, d'échanges, avec les acteurs et agréés des ETF, en bitcoin, parce que je pense que ça ouvre plus le débat, au niveau, européen. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est à suivre dans l'année et l'année prochaine. Avoir ça toujours dans un coin de l'œil. OK, d'accord. Hem, En tout cas, c'est super passionnant tout ce que tu racontes et on voit vraiment, l'étendue de tes connaissances dans tous les domaines. C'est assez incroyable. On arrive gentiment à la fin, à la fin du podcast. J'avais encore plein de questions, mais bon, on pourra pas tout faire ce soir et c'est pas grave. En général, on a tendance à laisser un mot de la fin, à nos invités. Donc ça peut être un mantra, ça peut être une phrase, ça peut être un conseil, ça peut être un sujet qu'on n'a pas traité et que tu voulais qu'on en profite de ce podcast pour en parler. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu veux nous partager? Même s'il est très très long, ça peut être une anecdote, même s'il est très long, n'hésite pas. Pour le mot de la fin, donc bon, les auditeurs sont des gens crypto-friendly. Hem, je pense qu'il y a 2 choses que je voudrais dire. Je pense que tous les auditeurs qui sont crypto-friendly et qui le font pour de bonnes raisons et de bonnes façons, bien sûr, hem, il y a une opportunité extraordinaire, que dans le monde de la gestion, on a besoin de talents, de leur talent. Donc, faut pas hésiter si, ils veulent être plus dans ce domaine-là, de pas hésiter à y aller Être et formé, il y a un vœu aussi que je formule. Il faut absolument, et ça, je te l'adresse à toi, Jean, et à ta communauté, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion pour que il y ait plus de femmes, de jeunes femmes qui aillent dans le domaine des cryptos. C'est extrêmement important parce que travailler ensemble, hommes et femmes, c'est comme ça qu'on fait des choses fantastiques. Donc, totalement. il faut trouver la réflexion et les moyens pour, et ça, je pense que ça commence assez tôt à l'école, attirer des carrières féminines. Tu as parlé de Faustine, c'est merveilleux ce que fait Faustine, mais Incroyable. il en faut plus des Faustines et puis des plus jeunes qui montent. Ça va arriver, ça va prendre le temps, mais ça va arriver, j'en suis persuadé. Nous, on prend de plus Mais il en faut le plus, susciter, heu il faut, voilà, faut être moteur. et bah, voilà, et bah, on va push encore plus les femmes, sur ce podcast et montrer que, bah, c'est un univers ouvert à tous. Et effectivement, la mixité, c'est tellement important pour avoir, de la valeur, de différentes visions, que ça soit mixé hommes-femmes et pas forcément que des femmes ou pas forcément que des hommes, mais vraiment mixé. Et super mot de la Exactement. fin, Muriel. C'est très intéressant en Merci. tout cas, je partage la même vision que toi et merci vraiment de l'avoir, par partagé parce qu'il y a pas tout le monde qui le partage et qui le dit, donc c'est très important de l'avoir dit et vraiment merci pour ça. En tout cas, c'était un plaisir, Muriel, de t'avoir. On va mettre tous les liens en description, de tout ce que Muriel nous a dit tout au long du podcast, donc n'hésitez pas à regarder en description toutes les informations, que Muriel nous a partagées. Encore un grand merci, Muriel, pour ton temps, pour, Merci tes Jean. explications, pour ton savoir précieux que tu as su nous partager. C'est pas le cas de tout le monde. Souvent, il y a des gens qui ont plein de connaissances, mais qui ne le partagent pas. Toi, tu n'as aucun problème, tu partages tout ce que tu connais, toutes tes connaissances, c'est vraiment un grand plaisir. Donc voilà, ravi d'avoir Merci. fait, Bah, c'était un ta grand plaisir connaissance. pour moi aussi. C'était un grand plaisir, un bon moment de partager et d'échanger, avec toi Jean et puis avec, ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Muriel. À très vite sur la chaîne de Token Talkers.